Bonjour, bonjour à toutes et à toutes. On est en direct évidemment, il est 8h50 et bienvenue donc pour ces cinquièmes matinales de la distribution. Et donc 8h51 en direct. Édition spéciale cette année bien sûr parce qu'on vit une année qui est hors norme. Et donc voilà, cette année ce sera un format digital que nous vous proposons avec justement, tiens, quel thème? Quel thème pour cette année? Il s'est quasiment imposé de par lui-même, tant il fait l'actualité, tant il est de plus en plus populaire, au-delà même des investisseurs professionnels. L'investissement durable, la finance verte. Voilà ce qui va nous occuper pendant ces 2 petites heures tous ensemble ce matin. Alors évidemment, la plupart des sociétés de gestion sont mobilisées, mettent le paquet, évidemment, pour apporter des solutions d'investissement, pour transformer leur gamme en ESG. Il faut le rappeler, on en parlera plus tard, hein, l'ISR qui est comme l'une des rares classes d'actifs qui continue de collecter malgré la crise depuis le début de l'année. En gros, 4 tables rondes sont prévues dans ces 2 heures, des experts, plein d'experts et expertes qui vont venir évidemment témoigner et débattre, c'est aussi l'objectif, sur, vous le verrez à la fois, le cadre réglementaire, on va contextualiser tout ça, les produits, les investisseurs, et puis aussi évidemment les canaux de distribution de ces placements. ISR avec en toile de fond, et après je passe la parole à Yves Tambour, cette question, est-ce qu'on va vers un modèle plus éthique? C'est intéressant ça, de l'investissement durable. Bonjour Yves. Bonjour David. Yves Tambour, donc directeur général de Fund Globam. On est quoi? On est autour de 250 participants qui sont avec nous en direct cette année. On a passé les 250 hier, donc on devrait être entre 250 et 260. Voilà, et donc Covid ou pas, l'histoire continue pour ces matinales de la distribution. L'histoire continue effectivement. On a tous subi cette crise et on continue à la subir malheureusement, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas rester les bras ballants et on doit agir. Et donc effectivement, on a pris la décision de garder, de continuer les matinales et on a adapté la forme. Et oui, on est en format digital exclusivement parce que c'est juste impossible de faire autre chose aujourd'hui. Mais très, très, très heureux de cela. Même si ça n'a pas été, il faut dire qu'il y a du boulot. Hein. Ça paraît comme ça, on est tranquille et tout, mais il y a beaucoup de travail en amont pour en arriver là, oui. L'organiser. Hein. Oui, je peux en témoigner effectivement. C'est pas la même histoire qu'un présentiel. C'est beaucoup plus de travail. C'est une nouvelle histoire, c'est quelque chose de nouveau, c'est bien plus excitant si je peux me permettre le mot. Mais heureux, vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Bon, ce thème, Yves, de l'investissement durable, j'ai envie de dire qu'il est incontournable. Quelque part, l'actualité nous sert. Au-delà de ça, il y a une tendance de fond, peut-être une accélération. C'est plus que jamais le sujet du moment. Ben oui, vous le savez, notre métier, c'est la distribution. Donc on aide les sociétés de gestion à distribuer leurs produits et c'est un sujet dont on parle tous les jours. Lorsqu'on regarde le marché, effectivement, force est de constater qu'il s'est passé un certain nombre de choses ces 2-3 dernières années, notamment dans le marché français qui était piloté par une réglementation principalement à l'intention des investisseurs institutionnels. Et on a vraiment vu ces 2 dernières années un changement de paradigme, où il y a une prise de conscience collective. On a vu beaucoup de sociétés de gestion qui ont transformé ou qui sont en train de transformer leur gamme de produits vers des produits ESG. Et j'aurais envie de dire que ne pas le faire, c'est prendre un risque d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, je n'ai pas la boule de cristal pour la ligne du temps, d'être marginalisé en termes de produits et de services. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit la plupart des sociétés de gestion qui ont fait ce pas. Et c'est un phénomène qu'on voit également à des vitesses variables et à des pénétrations variables, mais à l'étranger. Voilà, puis il faut le faire, mais pas n'importe comment aussi. Il faut le faire, mais pas n'importe comment. Mais je pense qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. On a suffisamment d'experts qui sont sur le plateau et qui vont pouvoir témoigner de leurs expériences à tout point de vue. Bon, voilà ce qui nous attend. Autre propos liminaire pour remettre notre sujet dans un contexte un petit peu plus large et plus historique. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre Payon, présidente de la commission Finances Durables de l'AFG. Petit retour en arrière, on va pas faire 2 heures là-dessus, mais quand même c'est important de revenir, de comprendre un petit peu comment toute cette histoire de l'investissement durable a commencé. Et si on est vraiment, moi j'ai le sentiment que oui, mais je ne suis pas le seul, en train de vivre une forme d'accélération de l'histoire. Oui, alors effectivement, quand on fait des présentations à des clients, notamment des clients retail, quand on veut commencer à parler d'ISR,
On a une date qui fait référence pour nous, c'est finalement 1987 avec le lancement du premier rapport de l'ONU, le rapport Brundtland, qui introduit ce terme de développement durable. Et à partir de là, dans les années 2000 en France, nous avons eu un mouvement de certaines sociétés de gestion qui ont mis en place un certain nombre de produits dits ISR. Alors pourquoi on a eu ce mouvement plus spécifique en France? Vous l'avez dit, il y a eu le mouvement de la réglementation. Donc en fait, en France, on est quand même le pays de la réglementation, avec des lois NRE, des lois articles 224-225, puis l'Union européenne s'est lancée avec la déclaration de performance non financière, et puis nous avons eu notre article 73. Donc vous voyez, tout un paradigme réglementaire qui pousse les entreprises à communiquer sur de l'information. C'est ça qui a structuré le marché? Non, ce n'est pas ça qui a structuré le marché, mais ça a effectivement donné un élan, un mouvement. Et donc, à partir du moment où vous aviez des données, donc vous avez eu derrière des fonds qui se sont structurés. Puis il y a quand même eu aussi un autre élément qui a poussé le développement du marché de l'ISR en France. Dans un premier temps, ce n'est pas le marché retail, mais c'est le marché institutionnel, puisqu'on a eu les grands fonds de pension publics français comme les RAF, le Fonds de réserve, l'IRCANTEC, qui ont lancé des appels d'offres et dans lesquels ils demandaient que les gestionnaires sélectionnés respectent leur charte ISR. On est quand là ? Là, on est dans les années milieu des années 2000. Donc, et ce mouvement a été enclenché, donc les deux se rejoignent effectivement. Et puis, il y a eu aussi un autre élément, c'est le lancement des labels. Le label ISR. Alors, le label, il a d'abord été, c'était un label privé et Novetic. Et puis, à partir de 2015, on a eu le lancement du label public français ISR. Le label aussi Greenfin, qui était tech à l'époque, le label vert. Et donc, ce mouvement sur la labellisation, il a effectivement pour conséquence d'attirer un peu plus d'investisseurs retail. Mais néanmoins, c'est véritablement, et là j'ai quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver par les chiffres, mais quelques chiffres sur le développement des fonds labellisés ISR. À partir de 2018, on voit une vraie accélération de tendance. Alors cette accélération de tendance, on voit, c'est au 31 décembre 2018, on avait 122 milliards d'encours sous gestion de fonds ISR, labellisés ISR. En 31 décembre 2019, un an après, 145 milliards. Et là, au 7 octobre, on en a 204 milliards. Donc en fait, cette impulsion, elle est aussi surtout donnée par encore deux événements, me semble-t-il. Encore un événement plus réglementaire, c'est en 2018, vous avez la loi Pacte qui impose aux assureurs d'avoir effectivement dans leur offre multi-support d'assurance vie une offre avec un fonds au moins labellisé, soit ISR, soit Greenfin, soit solidaire. C'est contraignant ça pour les assureurs ? C'est pas une contrainte, c'est juste dans leur offre, on leur demande d'avoir un fonds qui soit labellisé. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'ils aient dans leur offre sélectionné. Au moins un. Et puis à partir du 1er janvier 2022, ça sera les trois, on devra avoir dans l'offre des assureurs les trois labels. Donc ça donne une impulsion. Et puis là, je pense que la plus importante, c'est que ça illustre véritablement également les mouvements de changement de notre société. Et là, effectivement, on peut parler plus du futur. Je crois qu'on est vraiment à une période charnière. Ça fait des années, vous avez parlé de 1987, on commençait à parler de développement durable. Là, on a eu tout ce mouvement qui remet en cause les fondements même de la croissance de ces 30 ou 40 dernières années et qui veut aller vers une croissance beaucoup plus inclusive, circulaire. Exactement. Ouais. Ce qui implique effectivement qu'il y ait un changement dans les produits financiers offerts à la clientèle, notamment à la clientèle retail, qui cherche aujourd'hui pas seulement de la performance financière, évidemment, on cherche toujours de la performance financière quand on investit, mais également une performance un peu plus sociale et environnementale. Oui. C'est le fameux « donner du sens à votre épargne ». Oui, formule qu'on entend souvent. Donc si on se projette, encore une fois, sur l'ascension de l'industrie, ne sera pas demain, parce qu'elle a été hier, parce que... Alors, l'ascension de l'industrie, elle va continuer, elle va se poursuivre. Non, mais comment ? La question, c'est plus comment ? Alors, sur comment c'est effectivement la finance... Dans quelle direction tout ça va grandir ? La finance durable, elle a un bel avenir devant elle. Donc, une belle D'autant qu'elle pèse, pardon, je coupe, mais quand on regarde ce qu'elle pèse, la croissance est très forte. Et par rapport aux encours globaux, totaux, elle a encore une marge de progression qui est phénoménale. Elle a une marge de progression qui est phénoménale, mais alors, parce qu'il y a quand même quelques freins aujourd'hui qui font que tous les encours ne peuvent pas être transformés du jour au lendemain en fonds durables. Le premier élément peut-être, c'est qu'il y a toujours, quand vous changez de paradigme, il y a des problèmes de comportement. Donc en fait, il y a des gens qui sont plus réactifs que d'autres, et il faut pour cela
faut continuer à former les gérants et leur expliquer en quoi consiste la prise en compte de critères ESG, en quoi ça va modifier certaines pratiques de gestion de portefeuille telles qu'elles ont été développées ces 40 dernières années. Et donc ça prend du temps. Changer d'un paradigme à un autre, ça prend toujours du temps. Et puis, il y a Là, c'est côté offre, il y a peut-être aussi le côté demande. Aussi. Alors, il y a le côté demande, mais avant d'aller sur le côté demande, je voudrais souligner un point qui, pour moi, est le nerf de la guerre dans les années qui viennent. C'est la question de la donnée ESG. Aujourd'hui, quand vous, sur la donnée financière, on est habitué à avoir... Il y a les providers, il y a le fournisseur. Oui, mais les providers, ils s'appuient sur des données dont on ne sait pas toujours d'où elles viennent. On ne sait pas, et surtout, on ne connaît pas la qualité de la donnée. Et en fait, on a eu une standardisation de la donnée financière il y a un certain nombre d'années, d'abord sur le plan national, puis après sur le plan plus international avec les FRS. Et bien là, aujourd'hui, il faut effectivement demander à ce qu'il y ait une normalisation de la donnée ESG. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça permettra d'avoir une meilleure qualité des données, d'avoir des entreprises qui ne publient pas des tonnes de chiffres ou des tonnes d'éléments, parce que ce n'est pas toujours chiffré, qui ne nous servent pas forcément à quelque chose, nous, investisseurs, pour construire nos fonds. Donc il faut une donnée qui soit finalement beaucoup plus homogène, beaucoup plus de qualité, qui soit comparable entre elles. C'est-à-dire quand vous êtes investisseur, vous devez comparer une entreprise au sein d'un même secteur et vous devez comparer ce qui est comparable, sinon ça n'a pas de sens. Et donc on demande aussi à ce que ces données soient vérifiées. Et c'est et là je suis ravie d'ailleurs de faire partie d'un groupe aujourd'hui au niveau de l'EFRAG, l'EFRAG qui est l'organisme qui conseille la Commission sur les normes IFRS. Eh bien la Commission européenne a mandaté l'EFRAG de travailler sur une possible normalisation des données non financières dans le cadre de la révision de NFRD. Et donc ça, c'est un élément très important. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est très important. Ça peut vous dire à quelle échéance d'avoir justement une norme, des datas qui soient normées pour pouvoir finalement... Alors l'échéance, je ne sais pas si ce sera 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Ouais. Mais il faut pas. C'est un gros chantier. C'est un énorme chantier, mais c'est un enjeu très important. Alors d'abord dans le cadre européen, parce que ça nous permettra de garder la maîtrise. On a été pionniers sur l'ESG et de garder la maîtrise de comment on fait de l'ESG en Europe. Mais c'est surtout très important, et là je reviens sur votre question par rapport à la demande par rapport au retail, aux investisseurs retail. En fait aujourd'hui, un investisseur retail vous dit c'est très compliqué, l'ISR, l'ESG, on comprend pas toujours. On va en parler tout à l'heure. Mais en fait, ce qui est important, et pour répondre sur la question de l'avenir, vraiment l'avenir, c'est le développement des fonds à impact, notamment qui se permettront de mieux mettre en avant effectivement la performance financière que crée le fonds, mais également cette performance sociale et environnementale. C'est le nouvel étage de la fusée. C'est le nouvel étage de la fusée. Ouais. Et donc pour faire apparaître cette performance sociale et environnementale, il faut des métriques. Et ces métriques, il faut qu'elles soient les mêmes pour ceux qui montent les fonds, parce qu'il faut que le client final comprenne en quoi le fonds qu'il achète crée un impact sociétal, crée un impact environnemental. Et ce combat sur les normes, c'est un combat, c'est pas celui du jour, mais qui dépasse même l'Europe, parce qu'il y aura ce combat entre les États-Unis et l'Europe, savoir qui finalement, alors qu'on est en Europe en avance quelque part. Enfin, je parle sur le contrôle en matière de ESG. Si finalement on doit respecter des normes qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des normes américaines, ça pose c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, mais c'est pas l'enjeu d'aujourd'hui. Je le vois, il opine du chef sur ce qu'on dit. On a dit des bêtises. Il en pense quoi ? Il est d'accord, il n'est pas d'accord ? Non, je suis tout à fait d'accord. Il ne peut pas être d'accord. Non, mais je le suis, pour le coup. Effectivement, je pense qu'on assiste à un changement de paradigme, clairement. Et accélération. Moi, j'ai cette idée d'accélération, que les choses sont en train de s'accélérer dans l'industrie. Oui, à la fois côté offre et côté demande aussi. Oui, la demande accélère et donc l'offre, de facto, pour certains, prend de l'avance et pour d'autres essayent de rattraper le retard. Mais le phénomène s'accélère et concernant les données, absolument. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans un des panels, il y a une des personnes qui va vous expliquer que c'est un groupe français qui a mis en place son propre centre de recherche parce que les données qu'ils trouvaient sur le marché n'étaient pas bonnes et donc ils estimaient que sur cette base-là, ils ne pouvaient pas faire une analyse long terme.